D'abord, bonjour à tous. Merci d'être présents et merci d'être aussi nombreux là pour cette présentation. Donc, je suis team lead d'une équipe d'avant-vente pour l'Europe du Sud chez CrowdStrike. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu la continuité finalement de la présentation qu'a fait un de mes collègues. Vous l'avez peut-être vu cet après-midi sur la sécurité dans le cloud. C'est la continuité dans le sens où pour cette présentation, on va rentrer sur un volet un petit peu technique, un cas très concret. Et on va vous présenter, enfin je vais vous présenter une attaque dans le cloud, en l'occurrence une attaque sur AWS, sur un conteneur et sur un conteneur sur de l'EKS. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? En fait, ça part un petit peu d'un constat. Et ce constat, c'est que en fait, je pense qu'à peu près toutes les entreprises, toutes les personnes avec qui on discute sont conscientes un peu de la menace, des typologies d'attaques qu'il peut y avoir dans des environnements cloud, mais n'ont pas forcément eu l'occasion de voir ce genre d'attaque en live. Et donc l'idée, c'est un petit peu de vous présenter un cas concret, un scénario, une attaque sur un conteneur et un petit peu toutes les conséquences que ça peut avoir, en particulier quand on travaille chez des cloud providers publics type AWS, GCP et Azure. Voilà, donc je vous présente d'abord un petit peu le dilemme que j'ai eu pour cette présentation. Est-ce que je faisais l'attaque en live? Est-ce que je la faisais à l'avance et je vous la présentais ensuite sur slide? J'ai longtemps hésité et finalement j'ai choisi un peu la voie de la sagesse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué l'attaque, j'ai pris des captures d'écran et je vais vous la présenter. Alors pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça? Parce qu'en 30 minutes, ça me semblait un peu risqué de le faire en live. Ceci étant, n'hésitez pas, notre stand est un petit peu plus loin là-bas. Si vous voulez qu'on la joue en direct, si vous voulez la voir sur un vrai environnement et qu'on l'exécute ensemble, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc ceci étant dit, rapidement le sommaire de la présentation. Bon, pas de surprise, hein, on va simplement donner un petit peu de contexte. Le contexte, ce sera juste un petit peu l'état des menaces, quelques statistiques, quelles sont les choses qu'on observe. En général, quelle est l'approche qu'on recommande justement pour se protéger face à ce type d'attaque. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va voir un cas concret d'attaque que je vous présenterai à l'avance. On verra aussi bien le volet côté attaque en elle-même. Hein, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on gagne l'accès? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va voir qu'on va gagner l'accès sur un conteneur. Et puis ensuite, on va se déplacer un petit peu dans l'environnement AWS. Là, on va arriver jusqu'au bucket S3, typiquement. On va récupérer de l'information dans des buckets S3. Et puis évidemment, on verra aussi le volet défense dans CrowdStrike. C'est vrai qu'on est un peu là pour ça aussi. Vous montrer comment ça pourrait se traduire dans CrowdStrike, comment ça pourrait être bloqué. Finalement, quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour éviter ce type d'attaque. Et puis on terminera bien sûr par une petite conclusion. Et on gardera du temps bien sûr pour vos questions également. Ok, donc pour ce qui est du contexte, je vais faire bref. Hein, c'est des choses que vous avez déjà certainement entendues. Les attaques dans le cloud, c'est des choses qui sont en perpétuelle évolution, en termes de sophistication évidemment, dans les attaques qu'on peut observer, en termes de quantité aussi, c'est quelque chose qui augmente constamment. Je crois que les dernières statistiques qu'on a sorties ici, c'est 75% d'augmentation d'attaques dans le cloud entre 2022 et 2023. Tout ça, c'est extrait du rapport Global Threat Report qu'on publie tous les ans chez CrowdStrike. Et en l'occurrence, c'est des chiffres qui ne sont pas vraiment surprenants. La menace dans le cloud, elle est fortement liée finalement à la possibilité d'accès par les attaquants sur ces environnements, aux risques qui sont directement ou intrinsèquement liés au cloud. Et donc, c'est un chiffre qui augmente constamment. La deuxième statistique que vous avez, alors c'est quelque chose d'assez classique aussi. Finalement, ça rejoint un peu les chiffres qu'on voit dans toute typologie d'attaque. C'est que un peu plus de 80% des types d'attaquants qu'on a sur ces environnements, ce sont ce qu'on appelle chez CrowdStrike des cybercriminels. Donc des gens dont la vocation, ou en tout cas l'ambition, est essentiellement économique. Hein, le but, c'est de gagner l'argent en perpétrant ces attaques. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette recrudescence? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attaques dans le cloud? Je viens de le dire un petit peu brièvement, mais finalement, si on peut le résumer, la principale raison, c'est la complexité. Si vous travaillez dans des équipes de sécurité, si vous travaillez un petit peu sur la sécurisation en général des infrastructures, de vos entreprises, et que vous avez une partie cloud, vous le savez certainement, adresser la sécurité du cloud, c'est quelque chose de complexe. Il y a énormément d'acronymes, je crois qu'on en a représenté quelques-uns ici. Il y a l'infrastructure as code, la gestion des vulnérabilités, l'image scanning, le runtime protection, le CSPM. En fait, il y a énormément de choses dans la protection du cloud.
Et bien souvent, ce qu'on voit, c'est des tentatives en fait, d'adresser ces différents sujets via différentes technologies, via différentes plateformes. Et évidemment, ça, c'est de la complexité en soi, ne serait-ce que dans l'implémentation, mais aussi dans l'exploitation. C'est-à-dire que dans le cas où il y a véritablement une attaque, être capable de bien la comprendre, bien y réagir, récupérer les bonnes informations entre les différentes sources, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Évidemment, vous vous en doutez, et c'est un petit peu pour ça que je suis là, mais l'approche de CrowdStrike, c'est de couvrir l'ensemble. Donc on y reviendra sur le scénario d'attaque que je vais vous présenter. Mais finalement, quand on regarde les menaces dans le cloud, c'est quoi en général une stratégie de défense? Une première stratégie de défense, c'est d'abord de réduire sa surface d'attaque. Réduire sa surface d'attaque, c'est ce que vous avez sur la partie gauche ici. Et en général, ça signifie d'abord avoir une bonne visibilité sur tout ce qu'on a sur ces infrastructures dans le cloud. Ensuite, c'est être capable d'identifier et de répondre aux mauvaises configurations qu'on pourrait avoir. Bon, les mauvaises configurations dans le cloud, c'est des choses très classiques. Par exemple, quand vous avez des machines virtuelles dans le cloud, c'est faire en sorte qu'elles ne soient pas trop exposées en fonction de la fonction des différentes briques que vous allez positionner dans le cloud. Un exemple tout simple, il n'y a aucun sens qu'un back-end, un serveur de base de données, soit accessible en HTTPS, en port 80, en port 443. Or, c'est des configurations qu'il faut être capable de mettre en place et bien sûr de surveiller. Le deuxième point de la stratégie sécurité en général, c'est d'essayer de s'accoler en fait au modèle opérationnel de déploiement, d'exploitation, de développement dans le cloud. Donc c'est le fameux CI/CD finalement, et c'est d'être capable d'ajouter la sécurité dans cette logique de pipeline. Donc je vous prends un exemple très simple. Lorsque vous allez vouloir déployer des conteneurs dans votre infrastructure, l'idéal c'est d'avoir des couches de sécurité qui vont tout simplement être capables de déterminer si les conteneurs que vous voulez pousser sont suffisamment sécurisés ou non. Et ça, c'est des contrôles qu'on va vouloir rajouter dans tout ce cycle. Et le dernier point, qui est évidemment fondamental et sur lequel on reviendra largement dans la démo, c'est protéger au niveau du runtime, protéger à l'exécution. Donc pour des machines virtuelles, ça veut dire protéger la machine virtuelle. Et pour des environnements conteneurisés, que ce soit du Kubernetes ou autre, c'est être capable d'observer les conteneurs dans leur activité et être capable de détecter de manière complètement automatique, bien sûr, des comportements malicieux et, le cas échéant, de les bloquer. Ok, donc ceci étant dit, si vous voulez bien, on va passer au scénario en question. Alors le scénario, je vous l'ai représenté ici. C'est un scénario qui finalement est tout simple. En fait, dans le scénario, on va jouer à la fois le rôle de l'attaquant et de la victime, si je puis dire. Côté attaquant, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement ici, une machine Kali Linux qui va être la machine depuis laquelle je vais venir attaquer le conteneur sur lequel je veux gagner l'accès. Alors, côté infrastructure sur laquelle on va attaquer, qu'est-ce qu'on a? On est dans AWS, je vous le disais. On est sur un cluster, en l'occurrence un cluster Microcube, mais la même chose s'appliquerait exactement. En l'occurrence, l'attaque qu'on va faire ici serait exactement la même sur de l'EKS ou équivalent, en fonction des différents clouds. J'ai dit EKS parce que c'est AWS, mais ce serait la même chose sur GKE, sur AKS, et finalement sur n'importe quel équivalent, et même du Fargate ou autre. En fait, qu'est-ce qu'on va avoir dans cet environnement? Un conteneur qu'on va venir attaquer. C'est le conteneur que vous voyez ici en vert bleu ici. Et évidemment, sur ce cluster-là, ce qu'on a, c'est la protection de CrowdStrike. D'accord? Donc dans les faits, ça dépend un petit peu des environnements, mais dans les faits ici, la protection de CrowdStrike, qu'est-ce que c'est? C'est un daemon set. Donc pour résumer très simplement, ça veut dire que dans chaque nœud du cluster Kubernetes, ou en tout cas dans chaque worker node du cluster Kubernetes, vous avez un agent CrowdStrike qui a évidemment les privilèges nécessaires pour pouvoir observer tout ce qui se passe dans le nœud et en cas de détection de comportement malicieux, être capable bien sûr de le détecter et de le bloquer. Alors c'est un point important, je le précise ici. Dans l'attaque que vous allez voir, on ne va pas bloquer l'attaque. Je vais gagner accès. C'est le but. Le but, c'est de vous montrer un scénario d'attaque. Mais dans les faits, si on met la protection de CrowdStrike dans son mode recommandé, c'est-à-dire dans son mode de protection, évidemment, l'attaque qu'on va voir ici, elle serait bloquée dès sa première phase. Je vous ai défini un peu grossièrement ici les phases de l'attaque. La première, c'est gagner l'accès à distance. La deuxième, c'est faire un peu de reconnaissance, de command and control, et puis ensuite impacter d'une certaine manière l'environnement. Dans les faits, si on appliquait les bonnes pratiques, l'attaque, elle serait bloquée au niveau de l'accès initial. Et d'ailleurs, je vous le montrerai sur les captures d'écran qu'on va voir dans quelques instants.
Voilà, donc comment ça se passe dans les faits? Alors juste peut-être un petit rappel ici, mais je vous l'ai déjà évoqué. Évidemment, et en toute transparence, là on est sur un scénario un petit peu simplifié. On est sur du microcube, je vous l'ai dit. Vous allez voir que l'exploit que j'utilise ici, c'est une exploit qui est loin d'être récente. En l'occurrence, c'est un shell shock. Mais peu importe, en fait, finalement, le vecteur d'attaque, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui peut se passer une fois qu'on va gagner la main sur ce conteneur. Hein, et ça, c'est le second point qu'il y a ici. Et je crois que c'est le plus important. Finalement, quand on passe d'une attaque sur un conteneur, on peut aussi se dire, ouais, mais concrètement, un conteneur, c'est potentiellement pas grand-chose. Donc, gagner la main sur un conteneur, ça n'a pas une conséquence a priori dramatique. Or, dans les faits, c'est évidemment les étapes ensuite qui vont être importantes. Et là, vous allez voir que ce qu'on va faire, c'est très simple, hein, mais une fois qu'on va gagner accès au conteneur, ce qu'on va faire, c'est télécharger l'outil CLI de AWS. Et à partir de là, on va venir interroger les éléments qui font partie du même compte sur AWS. Et donc ça, c'est typiquement ce que ferait un attaquant, c'est-à-dire qu'il va profiter des rôles qui sont attribués sur le nœud du cluster pour venir interroger l'ensemble du compte. Et en général, je fermerai la parenthèse ensuite, mais en général, quand vous configurez de manière automatique des clusters dans EKS par exemple, eh bien, les rôles qui sont attribués au worker node, c'est des rôles qui vont lui permettre d'aller faire pas mal de choses dans le compte, et en particulier de lister à peu près toutes les ressources qui sont présentes sur le compte AWS. Voilà, donc dans les faits, comment ça se présente? Je vous ai dit qu'on allait attaquer un conteneur. Le conteneur que vous avez ici, vous le voyez sur la gauche. J'espère que vous le voyez à peu près. La ligne la plus importante, finalement, c'est la ligne de l'image ici. Ça, c'est le conteneur qu'on va venir attaquer. Donc ce conteneur, si vous êtes un peu familier avec YAML et puis avec Kubernetes en général, c'est tout simplement une image qui en l'occurrence ici est dans mon registre sur GitHub. Ok ? Et cette image, évidemment, c'est le conteneur vulnérable qu'on va venir attaquer. La partie de droite que vous voyez, c'est le service à travers lequel on va venir exposer ce conteneur. Tout ça, j'y reviendrai ensuite. Si vous êtes un peu familier avec la sécurité dans le cloud, ça doit un peu vous faire bondir, c'est-à-dire que exposer un cluster avec un service de type load balancer, c'est une très mauvaise pratique, ça vous expose fortement. Bon, là, on le fait, peu importe, mais je reviendrai ensuite sur comment, évidemment, on pourrait éviter tout ça. Ok, donc ça, finalement, c'est ce que je provisionne sur mon cluster, et ça, c'est tout simplement l'attaque. Donc l'attaque, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne de commande que vous voyez là. En fait, si vous avez déjà fait du Metasploit ou autre, tout simplement ce que je fais ici, c'est je vais venir gagner accès à distance depuis ma machine Kali sur le nœud de mon cluster. Le port que vous voyez ici, le 30010, c'est le port à travers lequel on expose le conteneur vulnérable. Ok? Donc je gagne accès à distance, et une fois que je gagne accès à distance, je vais exécuter des commandes qui sont un peu représentatives, ou en tout cas naïvement représentatives de ce que ferait un attaquant. Je fais un peu de reconnaissance. Où am I? Bon, et après, qu'est-ce que je fais? Je regarde un peu où est-ce que je suis. Je fais un ping. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce ping-là ici? C'est juste pour vous rappeler que, bien sûr, dans les modèles de CrowdStrike, l'intelligence a un rôle très important. La connaissance des attaquants, c'est un rôle très important. Ici, ce que j'ai fait, c'est juste simuler le fait que j'allais commander, communiquer avec mon command and control sur une URL qui est en l'occurrence un IOC chez CrowdStrike. Et ça, vous le verrez dans les captures suivantes que je vous présenterai. C'est associé, attribué à un groupe d'attaquants. La ligne qui est importante ici, c'est celle que vous avez en bas. En gros, ce curl ici, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'on va avoir le téléchargement sur le conteneur de tout ce dont j'ai besoin pour faire des interrogations sur AWS. Donc le CLI AWS ici. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais bien sûr m'en servir. Et je vais m'en servir pour faire deux choses ici. Je ne ferai pas beaucoup plus, mais c'est déjà assez représentatif. La première chose que je vais faire, c'est lister un petit peu les buckets S3 qui sont dans mon compte et désactiver le logging sur ces buckets. Ok? Donc ça, on le verra ensuite, comment est-ce qu'on pourrait éviter ça, bien sûr. Bon, en l'occurrence, on n'aurait jamais pu arriver jusque-là dans la vraie vie, mais là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est déshabiliter le logging sur les buckets. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement copier le contenu d'un de ces buckets. Et vous voyez qu'ici, je vais copier le fichier qui s'appelle confidential data et je vais l'appeler, je crois, stolen info, quelque chose comme ça. Ok? Donc ça, c'est un peu le scénario d'attaque. Encore une fois, hein, gain d'accès à distance sur un conteneur, téléchargement sur le conteneur du CLI AWS.
Au passage, à peu près tout ce qu'on présente ici, ce serait bloqué par l'agent de CrowdStrike. Je vous ai évoqué le fait que l'accès initial serait bloqué, mais le fait typiquement de pouvoir télécharger le CLI AWS et l'exécuter ensuite, ça c'est ce qu'on appelle un drift, en tout cas chez CrowdStrike, c'est-à-dire le fait d'avoir finalement fortement modifié le contenu du conteneur. Et ça, c'est des choses qu'on détecterait aussi et qui seraient bloquées. Alors si on passe côté volet défensif cette fois, ou volet comment est-ce que ça se représente dans CrowdStrike. Alors la première chose que je voulais vous montrer, ça c'est l'interface sur laquelle on arrive quand on va arriver dans la console de CrowdStrike. Et finalement, c'est ce que vous voyez. Alors je suis désolé, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en l'occurrence, vous verrez que dans la même interface, je vais avoir absolument toutes les détections. Et ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que pour une équipe de sécurité, vous allez avoir dans le même endroit, représenté de la même manière, aussi bien les événements de sécurité, ce qu'on appelle les détections, pour des endpoints traditionnels, des machines virtuelles, des serveurs, des postes de travail, mais aussi les environnements cloud, potentiellement des identités, par exemple, on fait aussi la protection des identités, et même des sources tiers. Par exemple, ici, vous pourriez avoir des détections, je crois que j'en ai quelques-unes, sur des firewalls, en l'occurrence des firewalls Palo Alto. Donc ça, c'est le point d'accès initial. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est regarder si vous connaissez les EDR, si vous connaissez les notions d'arborescence de process, là, on va retrouver exactement la même chose. Tout ce qu'on vient en fait d'observer côté attaquant, tout ce qui s'est exécuté sur le conteneur, on va le retrouver dans une arborescence de processus, alors que j'ai un peu nettoyé ici pour que ce soit plus visible. Mais dans cette arborescence de processus, on retrouve absolument toutes les commandes, bien sûr, qui ont été exécutées. OK ? Et je crois que je le précise ici, vous le voyez en fait dès le début de l'arborescence, au moment où on a le bash qui tente d'établir la connexion ici, vous avez déjà une détection qui vous dit qu'il y a une tentative de reverse shell. Et dans les faits ici, vous avez clairement un indicateur qui vous dit qu'on l'a laissé passer parce qu'on a mis des configurations exprès pour, mais que dans les faits, ça se serait bloqué à cette étape-là de l'exécution. Ensuite, ce qu'on retrouve, c'est tout ce qu'on avait vu, hein. Le UMI, Uname, ping, le téléchargement de la WS CLI, le lancement des commandes, etc., etc. Ok, alors évidemment, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'était une arborescence de process dans laquelle on voit tout ce qui vient de s'exécuter. Et on l'a vu depuis finalement une console centrale. Évidemment, la question suivante qu'on se pose, c'est quoi le conteneur en question? Parce que nous, on l'a vu dans l'attaque précédente, mais côté défense au départ, on ne sait pas de quel conteneur on est en train de parler. Et donc toute cette information, elle va être présente dans la même interface en fait. On était sur le process tree. Là, je vais juste venir sur le détail ici. Et ce que j'ai ici, c'est tout simplement l'identifiant de mon conteneur. OK ? Et ça, c'est ce qui va me permettre de basculer vers une vue un petit peu plus spécifique. Basculer vers cette vue plus spécifique, c'est aller vers la présentation du conteneur en lui-même. Alors, j'ai plein d'informations associées à mon conteneur, mais peut-être les plus essentielles au moment où je démarre finalement cette investigation, ça va être c'est quoi l'image de mon conteneur? Et si vous vous souvenez tout à l'heure ce qu'on avait dans le manifest file là, du conteneur, on va retrouver le registre GitHub dans lequel il y avait mon image. Bien sûr, ce qu'on pourrait faire à partir de là, c'est regarder très simplement quels sont les autres conteneurs qui exécutent la même image. Parce que ce qui nous intéresse probablement, c'est de venir modifier ça. On ne veut plus que cette image qui soit malicieuse, elle soit exécutée sur des conteneurs sur mon cluster. Autre chose que j'aurais, je crois qu'on le voit assez mal finalement, mais c'était un peu l'idée ici. On voit le côté drift, ce que je vous évoquais, le fait qu'on a téléchargé AWS CLI et exécuté ensuite. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ici? Là, c'est l'image, ce que je vous évoquais. Donc, si on revient un peu sur la logique que je vous évoquais tout à l'heure, je vous ai dit que cette attaque, elle n'aurait jamais lieu parce que de toute façon, on n'aurait jamais pu gagner accès au conteneur. Mais évidemment, on n'a de toute façon pas envie d'en arriver là. Ce qu'on a envie, c'est de faire en sorte, d'une part, que ces images, elles ne soient pas déployées. Et ça, typiquement, ça peut passer par, on en parlait tout à l'heure, de l'image assessment. En l'occurrence, l'image qui a été utilisée pour mon conteneur, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on sait qu'elle est vulnérable. Il y a à peu près 130 vulnérabilités dessus, dont une qu'on a exploitée ici qui est de 2014. Donc autant dire que oui, dans les faits, on ne devrait jamais pouvoir déployer cette image. Et on a plein de façons de le faire. On peut le faire intégrer au pipeline CI/CD lui-même, interroger CrowdStrike pour savoir la valeur finalement de cette image en termes de sécurité. On pourrait tout simplement se connecter au registre. Donc ici, c'est du GitHub, mais ça pourrait être de l'ECR, de l'ACR finalement, peu importe, et analyser continuellement ces images. Et on peut aussi le faire au runtime. C'est vrai que là, j'ai fait le choix de ne pas le faire au runtime, mais à l'exécution du conteneur, on pourrait aussi avoir une prise de décision, une analyse vis-à-vis de la sécurité de cette image.
Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ça, c'est une vue que j'ai voulu vous présenter. C'est quelque chose qui évolue pas mal chez nous aussi. Finalement, une fois que vous avez vu ce conteneur, on peut aussi faire un focus sur le nœud sur lequel il s'est exécuté. Et quand vous regardez le nœud sur lequel il s'exécute, vous allez avoir la vision un petit peu finalement de dans quel contexte se trouve ce nœud, quel est son security group, ses network interface, voilà, potentiellement l'image AMI qu'il utilise, les utilisateurs qui s'y connectent également. Alors ici, on est un petit peu biaisé évidemment, puisque en l'occurrence, on est sur du microcube. Donc c'est vrai que les problématiques de configuration qu'on a sur le nœud, elles ne sont pas véritablement liées à Kubernetes. Mais dans les faits, si vous étiez sur un environnement EKS EC2 par exemple, les mauvaises configurations que vous verriez du point de vue du nœud, ce serait certainement des mauvaises configurations en termes d'accessibilité depuis l'extérieur de ce nœud en question, ce qui aurait permis potentiellement de gagner accès à ce conteneur. Vous vous souvenez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a désactivé le logging du bucket S3. Évidemment, désactiver le logging du bucket S3, c'est quelque chose qui doit faire un petit peu sauter les alarmes. Et ça, c'est quelque chose que vous auriez aussi dans la plateforme. En fait, si je résume, on est un peu en train de prendre l'attaque à l'envers en termes de protection. C'est-à-dire que je vous ai dit que la première chose qu'on ferait, c'est bloquer la tentative de reverse shell. En fait, ça, ce serait le dernier maillon de la chaîne de protection. Le premier maillon, ce serait s'occuper des problèmes de configuration. Est-ce que mon cluster est trop exposé? Le deuxième, ce serait intégrer dans mon pipeline CI/CD, intégrer des mécanismes de protection pour ne pas pouvoir déployer, par exemple, une image vulnérable. Là, on est plutôt dans les premières parties, c'est-à-dire que normalement, indépendamment du fait que vous ayez vu que vous ayez un conteneur qui soit attaqué, si vous avez des modifications et de la désactivation du logging sur des buckets S3 ou si vous avez, je ne sais pas, des CloudTrail qui sont désactivés, évidemment, ça, c'est des choses qui devraient remonter dès les phases amont et qui remontent en l'occurrence ici dans la console. Voilà, pour terminer en termes de protection, c'est le dernier point que je voulais évoquer. En fait, encore une fois, on n'a pas exécuté l'attaque en live, donc vous ne l'avez pas vu ici. Mais au moment où j'ai déployé mon conteneur et au moment où j'ai déployé mon service, dans les faits, CrowdStrike aurait tout à fait pu bloquer cette tentative de déploiement, indépendamment du fait que l'image était elle-même vulnérable. Mais on peut avoir des contrôles aussi qui sont liés à des bonnes pratiques. Par exemple, un service type load balancer, il n'aurait pas pu être déployé. Un conteneur qui s'exécute en tant que route, pareil, on ne pourrait pas le déployer. Ça, c'est ce qu'on appelle un admission controller. Et c'est quelque chose qui peut aussi être intégré à la chaîne finalement de protection. Voilà, en conclusion, encore une fois, on a pris un petit peu le problème à l'envers. On est parti de la conséquence, à savoir une attaque sur un conteneur, qui finalement est le côté droit en fait, de cette image ici. C'est le côté finalement au runtime, j'ai l'agent de CrowdStrike qui est sur mon worker node et qui va détecter que mon conteneur est en train d'être attaqué. L'étape précédente, ça aurait été tout ce qui est intégration de l'image assessment, pourquoi pas de l'infrastructure as code, si mes nœuds ils ont été déployés de cette manière-là. Et puis la phase initiale, ça aurait été être en observation constante des services qui sont déployés ou des machines virtuelles, du compute, mais de manière générale des services sur mon compte AWS ou sur mes comptes AWS ou sur mon organisation. Et encore une fois, ici, je parle d'AWS, mais la même chose applique sur GCP et Azure, différemment. Et être capable, à ce niveau-là déjà, de réduire fortement la surface d'attaque. Voilà, je terminerai juste en disant, et je ne peux pas m'en empêcher, que le modèle de CrowdStrike aujourd'hui commence à être de plus en plus reconnu. Si vous regardez le dernier Forrester, en l'occurrence, et encore une fois mes excuses, mais on n'y voit pas grand-chose, mais on est extrêmement bien positionné sur cette partie protection du cloud, workload protection. On est aussi reconnu par Gartner, autour des différents analystes qui peuvent faire des tests sur ces solutions. Et puis la dernière chose que je vous dirais, c'est que c'est quelque chose qui est en constante évolution. Aujourd'hui, on intègre ce qu'on a vu ici aujourd'hui. Si j'utilise encore une fois les acronymes qu'on évoquait au départ, c'est tout ce qui est CSPM, Cloud Security Posture Management, les misconfigurations dont on parlait. C'est également le côté Runtime Protection. Mais depuis peu, on a aussi intégré au sein de l'écosystème de protection du cloud
la partie Application Security Posture Management. Donc là, véritablement se focaliser sur les risques des applications qu'on va déployer, aussi bien dans le cloud finalement que on-prem, mais en particulier dans le cloud. Et puis on vient tout récemment de faire l'acquisition de Flow Security, qui elle va nous permettre de couvrir la partie Data Protection, en particulier dans le cloud.